Marc Ferracci, bonjour. Bonjour. Député Renaissance des Français établis hors de France, notamment en Suisse. Michel Barnier, Premier ministre, c'est un choix par défaut, après toutes les hypothèses qui ont été épuisées? C'est un choix qui correspond aux critères qui ont été posés par le gouvernement, pour le gouvernement par le président, et qui correspondent à la situation politique que nous vivons. C'est le choix de quelqu'un qui devrait apporter de la stabilité, parce que les consultations qui ont été menées avaient vocation à regarder qui allait être censuré et qui avait des chances de ne pas l'être. Et Michel Barnier apparaît comme un profil qui est relativement rassembleur. Et ça, c'est le premier critère. Je vais quand même en rajouter un autre qui nous tient à cœur, nous autres parlementaires de l'ancienne majorité. On n'est plus la majorité, ça ne vous a pas échappé, on a perdu les élections. C'est qu'on souhaitait aussi, et je pense que le président était sensible à ce critère, quelqu'un qui ne détricote pas, ou en tout cas pas tout de suite, un certain nombre de réformes que nous avons faites, en particulier dans le domaine économique et social. Il y a des résultats qui ont été obtenus, des emplois qui ont été créés, des usines qui ont rouvert. Et il est vrai que d'autres candidats, je pense en particulier à Lucie Castet, qui était la candidate du Nouveau Front Populaire, étaient porteurs d'un programme qui allait remettre en question tout cela. Donc c'est vrai que ce critère de stabilité est aussi... je l'espère, ça je ne préjuge pas de ce que sera la feuille de route de Michel Barnier, il va la définir lui-même, mais en tout cas l'idée qu'on ne va pas jeter aux orties tout ce qui a été fait depuis 7 ans, eh bien correspond au fond à ce qu'on pouvait attendre de la nomination du Premier ministre. Il promet quand même des changements et des ruptures. Alors quelles sont les ruptures que vous trouveriez légitimes si sur l'attractivité de la France, il faut être dans la continuité? Écoutez, il y a un éléphant dans la pièce aujourd'hui pour la France, c'est la situation des finances publiques. Il faut se le dire, il faut le redire. On est dans une situation très délicate pour tout un tas de raisons qui tiennent essentiellement à ce qui s'est passé ces dernières années, à la crise du Covid, à la crise ukrainienne qui nous a qui a mené les gouvernements successifs à soutenir beaucoup les Français et l'économie. Ça a creusé les déficits, ça a creusé la dette. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation très délicate. Et je pense que nous devons d'abord collectivement nous convaincre de ça. Et je ne sais pas à quelle rupture Michel Barnier pense. C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut qu'on change véritablement de braquet sur la maîtrise des finances publiques. Pas forcément pour couper de manière bête et méchante dans les dépenses. C'est pas l'austérité que vous promettez? Non, absolument pas, parce que l'austérité, on le sait, ça nuit à la croissance, ça nuit à la création d'emplois. En revanche, l'évaluation systématique des dépenses publiques pour savoir ce qui marche pas. Il y a des aides qui marchent, il y a des aides qui ne marchent pas, qui sont de gros effets d'aubaine. Il y a des prestations qui, par exemple, ne réduisent pas les inégalités comme elles le devraient. Il y a beaucoup de choses que l'on dépense sans savoir véritablement ce que sont les effets de ces dépenses. Et moi, j'ai beaucoup œuvré dans ma vie d'avant, quand j'étais universitaire, sur l'évaluation des politiques publiques. J'ai fait des propositions, notamment des propositions dont j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec vous, qu'on appelle les clauses d'extinction. Ça consiste à dire que certaines dépenses, certaines niches fiscales, l'argent qu'on donne à des entreprises ou à des acteurs économiques et sociaux, eh bien, on ne le donne pas ad vitam aeternam. C'est assorti d'un calendrier, et au terme de ce calendrier, on supprime tout s'il n'y a pas une évaluation qui dit que ça marche. Ça, c'est des principes qui sont pour moi des principes de rupture et qui devraient irriguer un petit peu l'action du gouvernement et du prochain gouvernement, je l'espère. Il a parlé de la dette financière, le Premier ministre, il a parlé aussi de la dette écologique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ça? La dette écologique, c'est simplement l'idée que nos actions collectives, la croissance, mais aussi ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, a un impact sur l'environnement, et que on a au fond un patrimoine environnemental. C'est ce qui est lié aux émissions de CO2, mais c'est aussi ce qui est lié à la biodiversité qu'il nous faut préserver. Quand on creuse la dette écologique, ça veut dire qu'on entame ce capital environnemental. Et si on le fait sans tenir compte des effets à long terme pour nos enfants, pour les générations futures, eh bien, à un moment ou à un autre, nous ne sommes pas responsables. Et donc, je pense que cette notion de dette écologique est évidemment moins facile à saisir, à quantifier que la dette financière. C'est une notion absolument essentielle. Moi, je suis heureux, je vais vous dire, que Michel Barnier, qui est quelqu'un qui est issu d'une famille politique qui n'a pas forcément fait de l'écologie son cheval de bataille. Même s'il a été un ministre de l'Environnement en 93, il y a plus de 30 ans. Et tout à fait, vous avez tout à fait raison de le signaler, mais il est quand même issu d'une famille politique dans laquelle l'écologie, c'est pas forcément le dessus de la pile des préoccupations. Moi, je trouve intéressant, rassurant,
qu'ils mettent cette question écologique un petit peu au sommet des priorités. Alors comment faut-il appeler ce nouveau régime? Coexistence exigeante, comme dit l'Élysée? Cohabitation, comme ont l'habitude de dire les Français? Certains parlent de coalitation, un mélange de coalition et de cohabitation. Mais moi, je ne vais pas me perdre dans la sémantique et dans ce type de nuances. Ce dont on a besoin, c'est d'abord un gouvernement qui représente les sensibilités diverses des formations républicaines qui sont à l'Assemblée. Donc il faut une coalition large, là. Voilà, si vous voulez parler de coalition, en tout cas un gouvernement dont les ministres sont issus de la droite républicaine, de la gauche républicaine. Je pense qu'il ne faut pas perdre. Il faudra en trouver, c'est pas simple. La gauche, ce matin, elle boude. Je pense qu'il ne faut pas perdre l'ambition de convaincre un certain nombre de républicains sincères qui ne transigent pas sur la laïcité, sur l'universalisme républicain et qui de ce fait assument une forme de rupture avec la France insoumise. Des gens qui sont également responsables sur les enjeux budgétaires, et il y en a aussi parmi les députés de gauche. Il ne faut pas abandonner l'ambition de les faire venir au gouvernement. Puis évidemment, probablement des députés du bloc central. Je rappelle quand même qu'on représente 170 députés, donc nous sommes d'une force absolument pivot. La deuxième alliance. Oui. Enfin, derrière même si on raisonne en termes de groupe, c'est-à-dire de partis politiques, le parti Renaissance, dont le groupe parlementaire s'appelle maintenant Ensemble pour la République, est le deuxième groupe politique de l'Assemblée derrière le Rassemblement national. Il faut quand même le rappeler. Donc tout ça donne quand même des leviers pour agir. Et je pense que le gouvernement, puisque je vous posais la question, est-ce que c'est une coalition, une coexistence ? Le gouvernement a déjà besoin d'être un gouvernement pluriel. Je reprends cette expression que l'on devait à Lionel Jospin. Et la gauche plurielle. Mais il doit d'abord être pluriel. Ensuite, la feuille de route, c'est-à-dire la déclaration de politique générale et le projet politique de Michel Barnier doit emprunter à différentes thématiques, différents sujets qui, pour certains, tiennent à cœur à la gauche et pour d'autres, tiennent à cœur à la droite. Ça, je pense que c'est aussi un élément d'équilibre. Nous, on sera évidemment vigilants, je vous l'ai dit, je le redis quand même, à ce que ne soient pas remises en question un certain nombre d'avancées qui ont produit des résultats sur le volet économique et social et en particulier. La réforme des retraites vous semble sauvée? Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, vous savez, dans la période, je dirais simplement que Michel Barnier, même si je ne suis pas issu de son camp politique et je ne suis absolument pas d'accord sur tout probablement avec lui, est quelqu'un qui a une forme de responsabilité sur les enjeux budgétaires. Cette réforme, nous l'avons faite pour deux raisons. D'abord pour préserver notre système par répartition et aussi parce que faire la réforme des retraites, c'est augmenter le taux d'emploi des seniors, faire en sorte que plus de seniors travaillent. D'ailleurs, l'INSEE a montré il y a quelques semaines qu'il y avait déjà des effets, alors que la réforme est en vigueur simplement depuis l'automne 2023. On voit déjà dans les chiffres une augmentation du taux d'emploi des seniors qui est liée au recul progressif de l'âge légal. Ça, c'est absolument essentiel parce que augmenter le taux d'emploi, c'est nécessaire pour financer les investissements dans l'écologie, dans l'industrie, dans notre souveraineté au sens large. Et de ce point de vue, si on ne se dote pas d'une stratégie vers le plein emploi, on n'y arrivera pas. La réforme des retraites est très importante pour ça. Donc, est-ce qu'elle est sauvée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que Michel Barnier sera attentif à ce que les fondamentaux de cette réforme, je l'espère, ne soient pas forcément remis en question. Michel Barnier, senior au travail, ça on peut le dire. La gauche l'accueille mal. Elle dit c'est l'otage du RN, approuvé par Marine Le Pen, titre Libé ce matin. Que leur répondre? Écoutez, d'abord que la gauche devrait se regarder dans un miroir. Il y avait un candidat sélectionné dans la shortlist, comme on dit, par le président de la République, qui était issu de la gauche, c'était Bernard Cazeneuve. Quelqu'un de tout à fait respectable, d'expérimenté, qui, sur le plan des valeurs, était en rupture profonde, je le pense, avec la France insoumise. Le Parti socialiste a fait le choix, allez, on va le dire, d'évincer Bernard Cazeneuve. En tout cas, de ne pas envisager la possibilité de le laisser gouverner sans motion de censure au-dessus de la tête. Pour ne pas fâcher LFI. Pour Tout à fait. Il y a une vassalisation du Parti socialiste vis-à-vis de LFI qui est manifeste sur ce sujet-là. Maintenant, la gauche a un Premier ministre qui est issu de la droite. Ils n'ont s'en prendre qu'à eux-mêmes, j'ai envie de le dire. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de leçon à donner de la part de la gauche sur ce sujet-là. Quant à Marine Le Pen au Rassemblement national, vous savez, elle ne choisit rien. Ils ont un nombre de députés important, ils n'en ont jamais eu autant, mais ils ne sont pas en capacité d'être déterminants dans cette Assemblée. Il faut qu'ils s'ajoutent au Front populaire pour faire tomber un gouvernement. Exactement. À eux seuls, ils n'ont pas la majorité. Et donc,
notre responsabilité maintenant, c'est de faire adopter des texte par texte. Il va falloir choisir à la fois les sujets, puis il va falloir aussi aller convaincre un certain nombre de nos collègues à gauche comme à droite qu'on peut gouverner autrement. Parce que c'est ça, au fond, l'enjeu de cette situation. C'est de montrer qu'on peut changer de culture politique et légiférer et gouverner autrement. Compte tenu de la situation, souhaitez-vous qu'il y ait une session extraordinaire très vite, là, à la mi-septembre, comme le demande d'ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale? Écoutez, moi, je considère qu'on a un Premier ministre, c'est une bonne chose. Il faut quand même lui laisser un petit peu de temps pour constituer ses équipes. Vous savez, vous n'arrivez pas en tant que Premier ministre devant le Parlement sans avoir des conseillers derrière vous, un gouvernement derrière vous. Donc, on a besoin de nommer un gouvernement. Et je vous l'ai dit, ça ne va pas forcément être simple de trouver cette diversité dans la composition du gouvernement. Dès le début octobre, la session ordinaire commence. Est-ce qu'on doit faire une session extraordinaire avant, quelques jours avant, pour donner la possibilité d'interpeller le Premier ministre, de faire une séance de questions au gouvernement? Peut-être, mais très sincèrement, ça ne me semble pas être la priorité absolue. Dans sa campagne pour la primaire de droite en 2021, parce qu'il voulait se présenter à la présidentielle, Michel Barnier avait parlé d'un moratoire sur l'immigration, avec un resserrement aussi du regroupement familial. Est-ce que ça vous irait? Écoutez, c'est là qu'on va avoir un dialogue exigeant. Quand je dis on, c'est nous, les députés du Bloc central, avec Michel Barnier, parce que nous avons fait voter une loi sur l'immigration, qui est une loi équilibrée, une loi qui est dure sur un certain nombre de volets régaliens, et en particulier pour expulser les gens qui n'ont pas leur place sur le territoire français, les gens qui sont en situation illégale, mais qui est également une loi d'humanité qui favorise l'intégration par le travail en particulier des gens qui ont leur place sur le territoire français. Nous sommes attachés à cet équilibre, et si le Premier ministre veut aller dans un sens beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère, beaucoup plus régalien, nous serons extrêmement vigilants à ce qu'il y ait toujours un équilibre dans notre politique migratoire. La notion de moratoire, vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'immigration de travail quand j'étais au cabinet de la ministre du Travail, je m'occupais de ce sujet-là. Dire qu'on peut arrêter de faire venir des gens alors même que nos employeurs, nos entreprises ont des besoins de recrutement monstrueux et que sur certains métiers, on ne saurait pas faire sans la main-d'œuvre étrangère, c'est absolument illusoire. Donc la notion de moratoire, je pense que c'est une notion, un slogan idéologique, je ne sais pas, mais en tout cas, ça relève du slogan. Il faut se mettre autour de la table et voir quelles sont les voies de passage et rentrer dans les détails. Mais encore une fois, sur ce sujet, nous serons vigilants. C'est un gaulliste. Le gaullisme est traditionnellement pro-arabe depuis toujours. Est-ce que Israël doit s'inquiéter de voir Michel Barnier arriver au gouvernement? Bon, vous savez, d'abord, les questions de politique étrangère sont le domaine réservé du président de la République. Donc il y aura une continuité? Je pense qu'il y aura une continuité. Je ne m'attends pas, je ne connais pas les positions de Michel Barnier sur ce sujet, je ne m'attends pas à ce que la ligne politique et diplomatique de la France change. Marc Ferracci, merci. Bonne journée. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve lundi matin à 7h45 pour votre édito.